Bon, bah, bonjour Diane, comment allez-vous? Bonjour, bonjour Marc, ça va très bien. Très contente qu'on puisse se parler ce matin puis de parler aux gens des TVCGR. Oui, bah oui, c'est ça, on était dû un peu pour une mise à jour des dossiers là depuis le temps qu'on s'est pas revus. On pourrait peut-être commencer par ce gros dossier qui parle un peu au niveau de l'international, mais qui a forcément un impact, je pense, au niveau local, vu on parle des taxes qui vont être imposées ou qui sont imposées par les États-Unis. Je sais que la Gaspésie quand même exporte énormément de produits, dont les produits de la mer. Alors, je ne sais pas si vous voudriez un petit peu nous en parler. Puis comment est-ce que, je ne sais pas de quelle façon on pourrait minimiser cet impact-là, ou quelles seraient les actions à porter sur le terrain concrètement? Effectivement, c'est un enjeu c'est l'enjeu du jour. C'est un enjeu qui est très vraiment important puis qui a des répercussions sur l'ensemble du Canada, dont la Gaspésie. C'est je peux te dire, Marc, au niveau canadien, on a on a notre équipe là, du Conseil des ministres qui travaille vraiment de relations qui ont des contacts avec les États-Unis pour justement leur dire, écoutez, vous voulez mettre des taxes sur des produits canadiens, mais ça va aussi avoir un impact au niveau des consommateurs américains. Et l'inquiétude, on l'a vu dans le secteur des pêches. Je peux te dire que moi, là, dans le comté, dès l'automne, on a vu nos transformateurs dans les fruits de mer transporter leurs produits, vider leurs congélateurs et transporter les produits vers les États-Unis parce que effectivement, eux craignaient là, craignaient là, la taxe. Et actuellement, cette inquiétude, on la retrouve aussi du côté du secteur des pêches, au niveau de la capture, au niveau de nos pêcheurs. Et j'ai eu des rencontres là dernièrement. Je suis allée à Terre-Neuve, à Ottawa la semaine passée. Je rencontrais les pêcheurs, tous les pêcheurs indépendants, dont les associations de pêcheurs de chez nous en Gaspésie, mais de la côte est, de la côte ouest, qui avaient cette inquiétude-là de ce qui allait se passer dans le secteur des pêches. Je veux dire aussi, puis je veux vraiment prendre le temps de rassurer les gens parce que ou le gouvernement, on a dit qu'on serait là pour aider les entreprises qui allaient être en difficulté. Oui, on a des plans qui sont en place. On travaille d'ailleurs directement avec les premiers ministres des provinces et des territoires qui étaient tous à Washington cette semaine. Et moi, j'ai eu un travail aussi dans le comté avec la table des préfets que j'ai rencontré il y a 2 semaines, 2 semaines passées, pour justement les mettre au courant là, de ce qui se passait, puis leur donner aussi, leur transmettre de l'information parce qu'on le sait au niveau des préfets, au niveau des maires, c'est le palier de gouvernement qui est le plus près du citoyen. Et quand les citoyens sont inquiets, ben souvent ils vont se retourner vers leur maire. Et c'était important d'avoir ces réseaux de communication-là. Puis d'ailleurs, je vous annonce aussi, il y a une primeur à TV CGR. On a une rencontre de prévue avec le ministre François-Philippe Champagne qui va être à Matane en début de la semaine prochaine. Donc, moi, lundi, mardi, je suis à Matane pour rencontrer justement les chambres de commerce du comté parce que la prochaine campagne, les limites du comté ont changé. Donc, Matane se retrouve maintenant dans le comté de Gaspésie, les îles, les Stigouiches. Et à la fin février, on va aussi avoir une rencontre avec les préfets, avec le ministre Duclos, qui va se passer à Gaspé, le ministre Duclos, qui est le lieutenant du Québec au niveau du gouvernement fédéral. Donc, on met tout en place pour pouvoir transmettre l'information. Puis, comme on dit, s'assurer aussi dans nos plans qu'on va être en mesure de pouvoir supporter, aider les populations. Puis ça concerne aussi les différents ministères. Si on a des travailleurs d'usine qui éventuellement sont inquiets, on a aussi le ministre du Travail qui s'occupe du dossier de l'assurance emploi qui est interpellé. Donc, tous les collègues autour de la table sont interpellés avec ce qui se passe actuellement avec les États-Unis. Notre objectif premier, c'est qu'il n'y ait pas de taxes et de tarifs parce que nos économies sont euh, tellement mariées ensemble
je vous dirais, il y a plus là, de 900 000 travailleurs américains qui dépendent de notre économie. Ça va créer des impacts pour les populations des deux côtés. Puis ça reste toujours que c'est le consommateur qui, lui, se trouve à être pénalisé. Donc, c'est pour ça que notre plan premier, c'est de parler à nos partenaires américains, de les sensibiliser sur l'impact que ça va avoir sur le panier d'épicerie là, des consommateurs. Mais on est là, on travaille ensemble, on a des relations aussi, on a des ententes à l'international pour travailler à la diversification des marchés. On a nos organismes aussi de chez nous. Si on regarde Jim Export, qui a reçu du financement dernièrement pour justement travailler à peut-être diversifier nos marchés pour ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et le Canada fait aussi partie d'un des marchés, et ça, on l'oublie souvent. Comme je me plais à le dire, puis je le dis aux collègues que je rencontre, c'est plus facile d'envoyer un homard en Chine que d'envoyer du homard à Toronto. Donc, comment on peut aussi utiliser là, puis faciliter le, le, le commerce interprovincial et sur ce, tous les premiers ministres des provinces et des territoires sont aussi impliqués. Oui, parce que je faisais il y a pas longtemps une entrevue avec la directrice de la Chambre de commerce qui expliquait que peut-être que c'était ce qui se passe en ce moment, c'est peut-être une opportunité de changer de paradigme un peu et de dire peut-être est-ce que Ben pour le secteur de la pêche, c'est possible que les consommateurs principaux soient canadiens et pas forcément américains? Est-ce que c'est possible de oui, réviser ça? oui, c'est possible. C'est très possible de reviser ça, puis de mettre en place aussi, de travailler à mettre en place des infrastructures qui vont faire en sorte de faciliter le commerce interprovincial. Je dois dire aussi que ça fait au moins une vingtaine d'années. À chaque fois qu'on a eu des crises économiques dans le milieu, on l'a vécu en Gaspésie avec les crises forestières, la crise du poisson de fond, les fermetures au niveau des mines. Mais on dirait que lorsque la crise se résorbe et lorsque ça devient un peu plus calme, ben là, on reprend nos vieilles habitudes. Mais là, il faut vraiment aller jusqu'au bout du processus parce que le marché canadien, c'est un marché. Les gens apprécient nos fruits de mer de la Colombie-Britannique en passant là par les prairies, l'Ontario. Donc, on peut faire bénéficier nos commerces de nos produits. Puis là, je parle de fruits de mer, mais il n'y a pas seulement des fruits de mer. On va parler aussi tout ce qui concerne le forestier, tout ce qui concerne, on a entendu beaucoup parler au niveau de l'alcool, des entreprises de bière et de gin. On sait qu'on en a en Gaspésie qui voudraient pouvoir exporter à l'intérieur du Canada. Donc, je pense qu'il y a cette ouverture-là actuellement à travailler ensemble avec les gouvernements provinciaux pour justement faire tomber les barrières et permettre là, le commerce à l'intérieur du Canada. Puis aussi, on a des ententes de signer avec le Mexique, c'est un partenaire, l'Europe est un partenaire, la Grande-Bretagne est un partenaire, les pays asiatiques aussi sont des partenaires. Donc, on a des ententes qui sont signées et qui sont prêtes à être développées, là. On n'a pas besoin de négocier ces ententes, on les a déjà. Mais il faut en profiter, puis c'est clair que c'était beaucoup plus facile. Les États-Unis sont notre voisin, ils sont à côté, donc mais je pense que il y a une opportunité d'ouvrir justement les marchés puis de pouvoir faire croître notre économie. Bah, justement, parlant de développement, là, vous me parliez tout à l'heure, vous avez octroyé des nouveaux permis de pêche exploratoire. Alors, pour booster un petit peu au niveau de l'économie de la pêche? Ben écoutez, oui, on entendait parler depuis plusieurs années que le homard montait un peu plus vers le nord et dans des endroits où on ne trouvait pas de homard, ben actuellement, des fois, on avait des tempêtes. Puis moi, là, ce qu'on me disait, c'est que, écoute, Diane, le homard roule ses plages, là. Ça fait que le printemps passé, j'ai alloué des permis exploratoires sur la côte nord
Et je m'étais engagée comme ministre des Pêches à regarder aussi du côté nord de la Gaspésie. Quand je parle du côté nord de la Gaspésie, c'est de Gaspé jusqu'à Rivière-du-Loup. Et quand on parle de permis exploratoires, ça nous permet d'aller chercher des données scientifiques. Fait qu'on passe par des permis exploratoires avant d'aller vers des permis commerciaux. Et ça nous permet de voir aussi, comme on a vu sur la côte nord, il y a des secteurs où, dans les permis exploratoires qui ont été alloués, où on capturait 1400 livres d'eau mort par jour, et il y a d'autres secteurs où il y avait pas, le pêcheur rentrait pas dans ses frais. Ça fait que fait que ça nous permet, là, comme je disais, d'aller chercher des données scientifiques, puis de se poser des questions, le pourquoi que dans tel secteur, il y en a plus que dans d'autres secteurs. Donc, je l'ai annoncé à l'automne qu'elle allait avoir la même démarche allait se faire du côté nord de la Gaspésie. Et on a mis moi, ça a été de mettre les grandes lignes en place pour savoir qui pouvait avoir accès au permis. Et par la suite, j'ai laissé les fonctionnaires de pêche et océan faire le travail. Il y a eu des consultations dans le milieu, les associations, le regroupement des pêcheurs du côté sud de la Gaspésie ont été consultés, des gens qui étaient des pêches en difficulté du côté nord de la Gaspésie aussi ont été consultés. Et on a eu au début janvier, décembre, au mois de décembre, les gens ont pu appliquer sur ceux qui étaient intéressés à pouvoir faire des pêches exploratoires. Je dois te dire que ça a vraiment été un franc succès. On a eu plus de 200 demandes de pêcheurs qui étaient intéressés. Mais malheureusement, puis ça, je le comprends, on allouait 60 permis. Donc, oui, est-ce qu'on a des gens qui sont déçus? Ben oui, on a des gens qui sont déçus, mais l'objectif des pêches exploratoires, là, c'est pas non plus de faire de la surpêche. Donc, moi, c'est vraiment d'aller chercher des données, de protéger aussi la ressource pour que la ressource demeure aussi là, en santé. Là. De ces 60 permis-là, on en a, je te dirais, on en a 31 qui vont pouvoir, les gens vont pouvoir débuter la pêche en 2025. Et pourquoi on le fait plus tôt? Parce que c'était pour permettre aussi aux gens de se préparer pour la prochaine saison de pêche. Parce que quand je suis allée sur la côte nord, j'avais annoncé les permis comme vers le mois d'avril. Ça donne peu de temps là, aux gens pour s'organiser. Fait que là, ben, ça permet là, de former des équipages, ça permet d'aller chercher des hommes de pont. Et de ces permis-là aussi, la moitié des permis vont aller vers les communautés autochtones. Donc, 50% des permis aux communautés allochtones, les communautés les Blancs, et 50% qui va vers les communautés autochtones. Et je me garde aussi un permis spécial, particulier pour la Haute-Gaspésie. On est en train de faire des vérifications actuellement. C'est au niveau là, de cette vision-là que j'ai là, comme ministre des Pêches. Donc, on travaille ça aussi et avec les communautés autochtones, allochtones et le ministère des Pêches pour justement avoir là, quelque chose de spécial là, que j'aimerais bien éventuellement là, pouvoir annoncer. L'objectif aussi, c'est de développer de l'économie. C'est, comme je le disais, s'il y a du homard, on ne va pas le regarder passer et ne pas développer une économie là, puis en faire profiter là, notre milieu, là, autant les entreprises de transformation que les gens là, au niveau de la capture. Ben, il nous reste un petit peu de temps. Si vous voulez bien nous parler un petit peu de la rencontre de la table des préfets, où vous avez justement assisté et un peu nous partager un petit peu les grands dossiers que vous avez partagés. Oui, oui, la rencontre de la table des préfets, comme je le disais, s'est fait la semaine dernière à Gaspé.
C'était là de voir les préoccupations, comme j'en parlais un peu au début. Les préfets voulaient être informés là, de la relation Canada-États-Unis, mais aussi ce qui a été discuté avec les préfets, c'est que on a des dossiers actuellement au niveau de la Gaspésie, au niveau des d'organisations, autant du côté des organisations des communautés anglophones que des communautés francophones, où des dossiers qui doivent se travailler aussi avec le gouvernement du Québec et qui demandent l'approbation du gouvernement du Québec concernant la loi, la fameuse loi M30. Et si Québec n'autorise pas, c'est difficile, on ne peut pas passer par-dessus Québec. Et moi, j'ai des argents actuellement qui ont été annoncés à des organisations et on ne parle pas de petits montants d'argent, là, on parle de millions de dollars qui pourraient être investis dans le comté Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, mais comme on n'a pas les autorisations du gouvernement au niveau du Québec, ben ça pénalise le milieu, puis ça pénalise les communautés, puis ça faisait partie des discussions avec les maires, avec les préfets, parce que souvent ce qu'on va entendre parler, ben le provincial va dire c'est la faute du fédéral, puis et les maires se retrouvent coincés là entre les deux paliers du gouvernement, puis aussi ces organisations-là, puis ces bénévoles des bénévoles qui ont travaillé tellement fort pour mettre en place des projets. Puis on parle des fois là, sur plusieurs années. Là. J'ai vu là, des conseils d'administration là, sur des périodes de 5 à 10 ans s'impliquer là, dans leur milieu. Et parce on n'autorise pas avec M30 de pouvoir faire ces investissements-là dans le milieu, ça devient décourageant. Puis, comme je disais au préfet, écoutez, c'est aussi toutes les entreprises dans le milieu, les quincailliers qui vendent du bois, puis qui vendent des produits, puis les gens qui travaillent sur la construction, puis les électriciens, les plombiers, qui eux aussi sont pénalisés de ne pas pouvoir travailler à mettre en œuvre euh, ces, euh, ces projets-là autour de la Gaspésie. Donc, ça aussi, ça fait partie des discussions, puis de dire hier encore, je rencontrais le préfet de la MRC de Bonaventure avec les maires et on parlait là d'un projet qui justement hier la MRC, il y avait une rencontre de la MRC et eux ont décidé d'appuyer. Donc, on voit là l'importance de pouvoir transmettre l'information, puis de faire en sorte que l'argent atterrisse dans nos régions, parce que ça fait partie, comme je disais, d'un travail qui est important de la part des conseils d'administration, de la part des municipalités et aussi de la part de la part de la députée là, qui travaille fort pour son milieu. Donc, on veut que ces argents-là atterrissent dans le milieu. C'est important, autant au niveau du logement, mais des infrastructures aussi qu'on peut mettre en place pour aider la population à recevoir là, puis à recevoir des meilleurs services. Donc, je suis convaincue que les préfets, dans la rencontre avec le lieutenant du Québec, vont certainement vont reparler de M30 parce que c'est vraiment un frein actuellement au développement social puis au développement économique là, du milieu. En tout cas, merci beaucoup, Diane, pour ces mises à jour de dossiers. Ben, ça me fait plaisir. Puis on va certainement, Marc, se reparler parce que, comme on dit, la relation avec les États-Unis, le nouveau gouvernement a été élu. Ça va faire un mois lundi prochain. On le voit là, ce sont les montagnes russes. L'important, c'est que tout le monde travaille ensemble et je suis convaincue qu'on a le potentiel et tout ce qu'il faut pour passer à travers la tempête. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.